Bonjour, donc nous nous retrouvons pour à toutes et tous et nous nous retrouvons donc pour le cours sur les capteurs, qui fait partie de la fonction acquérir dans la chaîne d'information. En généralité, on explique que le capteur est utilisé généralement dans le domaine industriel, mais aussi dans le domaine grand public, bien sûr, et qu'il permet de faire l'acquisition d'une grandeur physique, telle la température, la force, la vitesse, pour la transformer donc en une grandeur électrique habituellement. On voit bien que donc à l'entrée du capteur, la grandeur physique est captée selon un procédé. Elle est donc ensuite transformée en une grandeur électrique. On vous dit que le capteur, lui, donc, est un élément de base des systèmes d'acquisition de données. On donne quelques informations sur des grandeurs que l'on trouve dans les capteurs et qu'il faut connaître. La sensibilité, qui est le rapport entre la grandeur de sortie et la grandeur d'entrée. Prenons l'exemple d'un capteur de température qui capte une température en degrés et génère à sa sortie donc une tension qui est proportionnelle à cette température. La sensibilité sera donc exprimée en volts par degré. La précision du capteur, on vous rappelle qu'en anglais, pour les docs techniques, le nom est accuracy, la traduction de précision, et qu'elle définit l'erreur de est définie par l'erreur de précision qui délimite donc l'intervalle à l'intérieur duquel on est assuré de retrouver la valeur réelle que l'on veut mesurer. On donne quelques petites informations sur les erreurs absolues et erreurs relatives, on ne va pas en parler aujourd'hui, et ensuite donc on vous présente une liste de différents capteurs que l'on va étudier au niveau de ce cours, tous ceux qui vont être abordés, qui sont là, je ne vais pas le détailler, puisqu'on va en voir une grande partie dans le cours. Alors, quand on a un capteur face à nous, on peut se poser la question tout d'abord, quel est le type de signal que l'on va rencontrer en sortie de ce capteur? On peut en rencontrer trois types. Le premier type étant le plus commun, un des plus communs, on va dire, qui est le capteur dit analogique. Donc ça veut dire qu'à sa sortie, on va retrouver un signal dit analogique, donc qui prend une infinité de valeurs en fonction de la grandeur d'entrée captée. On voit bien que celui-ci, bon, on ne nous dit pas quel type de capteur c'est, mais on peut prendre une infinité de valeurs, donc, en fonction de ce qui va se passer au niveau du capteur. Donc celui-ci s'appelle analogique. Le suivant, qui est aussi quelque chose qu'on rencontre beaucoup dans le monde des capteurs, qui est le capteur logique ou détecteur, on vous dit que le signal de sortie, lui, ne prend que deux valeurs, c'est-à-dire il prend soit la valeur 1 ou 0, donc ce capteur est binaire, on l'appellera un capteur tout ou rien. Il est appelé détecteur. Il est fait partie des capteurs, mais on l'appelle généralement le détecteur. Les derniers signaux, on va dire, de sortie que l'on pourrait rencontrer, ce sont eux, cette fois-ci, les signaux numériques. On voit qu'en sortie, en dessous, par exemple, là, on voit que ici, là, on a une carte Arduino reliée à un module GPS et que ces deux composants, carte Arduino et module GPS étant le capteur, vont communiquer entre eux une position, puisque c'est un GPS, et plusieurs informations. On dit que le signal de sortie donc, est transformé en binaire directement est transmis sous forme donc, de trame au format série, c'est-à-dire que le capteur capte un nombre important d'informations et pour les transmettre plus facilement, on va dire, à la carte Arduino, il va transformer donc ce signal en une suite de 1 et de 0 correspondant aux données qu'il a captées. Donc ça s'appelle une trame, on y transmet une trame dans laquelle sont codées les informations. Donc trois types de signaux, analogiques, logiques et puis numériques, qui a un grand nombre de données qui passent à l'intérieur. Une fois qu'on a fait ça, petit exemple, on vous donne une doc technique qu'on appelle en anglais datasheet d'un capteur et on veut à l'intérieur donc retrouver des informations importantes que l'on vient de décrire peut-être au-dessus, les caractéristiques de base du capteur. Donc on y voit qu'elle est écrite en anglais, cette doc technique, et qu'à l'intérieur on peut y retrouver des choses. Donc on vous posait quel est le type de ce capteur. Donc, si je regarde la doc technique, on voit bien qu'à la première ligne, là, on vous définit un TIMI Analogic Temperature Sensor, qui veut dire un capteur de température analogique. Donc, il est de type analogique, une infinité de valeurs, et de petite taille. C'était la première réponse à trouver. Rechercher sa sensibilité et sa précision. Donc on avait dit la sensibilité correspond grossièrement
à on va dire le rapport entre sa grandeur de sortie et sa grandeur d'entrée. On sait que c'est un capteur de température. À l'entrée, on aura forcément une température, soit en degrés, soit en Kelvin. Ici, on voit bien que on nous parle de degrés, donc c'est quelque chose en degrés. Et la sortie, eh ben, c'est une grandeur électrique et on voit apparaître ici coefficient de température dans lequel on voit apparaître des millivolts par degré. Donc la sensibilité, en fonction du capteur que l'on choisit, parce que cette doc technique est faite pour plusieurs capteurs, des 9700 ou 9700A et des 9701 ou 9701A. Et ben on a une petite sensibilité différente, soit 10 millivolts, soit 19 millivolts. Alors que l'on ait pris une doc ou l'autre, et ben en fonction du capteur qu'on cherche à établir, et ben on en trouve une valeur. Donc on vous dit que, voilà, vous voyez que la sensibilité, donc là on est parti à faire un travail sur un 9700, elle est de 10 millivolts par degré. Et sa précision, et ben si on prend le même capteur et que l'on regarde dans les docs techniques, peut-être qu'on a parlé tout à l'heure de précision, qu'on avait traduit ce mot, et c'était le mot accuracy qu'on voit apparaître ici, et on voit que si on prend le même capteur, alors je ne sais pas si on a pris le même, la même, on a été peut-être même chercher quelque chose qui est différent, parce que là on a parlé d'une sensibilité, on parlait du 9700, et dans la correction que je mets ici, on parle de la précision d'un 9701 qui est de plus ou moins 4 degrés, donc on aurait mis plus ou moins 2 degrés ici, si on était sur le 9000, et si on est sur le 9700, on aurait dû mettre 19,5 degrés ici. Question suivante, quelle est la tension d'alimentation de ce capteur? Et ben, si on regarde dans la même documentation technique, un peu plus bas, on voit range, voltage, operating wide. Donc, la gamme de tension dans laquelle le capteur va fonctionner. Et ben, on voit que ce capteur peut être alimenté, donc, selon celui qu'on prend, entre 2,3 ou 3,1 jusqu'à 5,5 volts. Donc 2,3 à 5,5, c'est bien le 9700. Quelle est la tension de sortie à 0 volts, à 0 degré, excusez-moi. Dans ce même tableau, hein, on voit que output voltage, tension de sortie, à une température de 0 degré, température ambiante de 0 degré, on voit que pour le 9700, on a 500 millivolts, qui correspond bien à 0,5 volts, réponse qui vous est donnée ici. Et on vous demande ensuite de calculer la température à 50 et à 100 degrés. Sachant que le capteur se trouve, on va dire, à 0,5 volts quand il est à 0 degré, il réagit linéairement, ce capteur, et que sa sensibilité, c'est-à-dire le pas par degré de tension qu'il va sortir à la sortie, eh ben, est de 10 millivolts. Il suffit donc de se dire, je débute à 0,5 pour mes 0 degrés, et puis ensuite, à chaque fois que j'avance d'un degré, j'ai 10 millivolts qui avancent. Donc, eh ben, j'ai 50 degrés fois 10 millivolts, j'obtiens donc 1 volt, 0,5 plus 0,5, et puis si ça donne 1, les 100 fois 10 millivolts plus 0,5 donne 1,5 volts. À partir de ces valeurs, ensuite, si on rentre ces grandeurs à l'intérieur d'un microcontrôleur, il sera simple donc ensuite eh ben, de pouvoir, on va dire, obtenir une tension numérisée et puis pouvoir peut-être l'afficher sur un afficheur. Ensuite, on va maintenant essayer d'expliquer et de balader un peu toute la gamme de capteurs qu'on pourrait rencontrer et voir leur fonctionnement. Les premiers sont les plus simples puisque ce sont ceux qu'on appelle des détecteurs et qui vont permettre de détecter une position. Alors, un fabricant de capteurs français s'appelant Télémécanique a mis en place un organigramme que vous voyez apparaître qui permet, en se posant quelques questions rapidement, de déterminer quelle technologie de détecteur il faudra mettre en place au sein d'un système pour que l'on puisse capter la grandeur que l'on veut récupérer. Alors les questions qui se posent sont simples, hein. Est-ce que l'objet est solide ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui est dur ou pas? Est-ce que l'on peut le toucher quand on veut le détecter? Est-ce que sa masse est supérieure à 500 grammes, un demi-kilo? Est-ce que la vitesse de passage de l'objet est inférieure à 1,5 millisecondes? Est-ce que la fréquence de passage de l'objet est inférieure à 1 Hz? Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il passe plus ou moins d'objets en une seconde sur le système? L'objet est-il métallique? L'objet
La distance de détection est-elle inférieure à 60 mm? L'espace de montage est-il important? Est-ce qu'on a de la place pour le monter? La distance d'objet détection est supérieure à 15 mm? Est-ce que l'objet est gazeux cette fois-ci? Est-ce qu'il est liquide? Et en fonction des réponses qu'on en a, eh ben on va pouvoir obtenir le choix entre, là on voit une gamme de 6 détecteurs, un interrupteur de position électromécanique, le détecteur de proximité inductif, le détecteur photoélectrique, le détecteur à ultrasons, le détecteur de proximité capacitif et le dernier qui résume plusieurs détecteurs qui sont les pressiostats vacuostats. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller un peu essayer de comprendre quels sont, comment fonctionne, c'est-à-dire cette gamme de 6 détecteurs. Donc le premier, on vous a dit, c'est le détecteur ou interrupteur de position électromécanique. Donc c'est le plus simple, celui-ci, c'est tout simplement, on va dire, un interrupteur ou plusieurs interrupteurs qui sont mis à l'intérieur d'un capteur et qui, sous l'action on va dire d'une partie extérieure du capteur qui vient se déplacer, vont se fermer ou s'ouvrir. On appelle ça plus généralement, on vous dit, des interrupteurs à fin de course en fait. Le principe à l'intérieur, vous avez donc, celui-ci est muni d'une roulette au départ, un objet qui se déplace, au repos le contact entre les deux points ici est ouvert, au moment où l'objet se déplace, il va donc venir heurter la roulette, faire descendre cette tige, les contacts se ferment et donc l'interrupteur qui est ici vient de se fermer. On peut détecter que l'objet vient de passer. Donc il est possible d'avoir différents types, on voit bien sur cette photo, il y a des roulettes, il y a des petites antennes, des petits palpeurs qui vont permettre de détecter les différents objets. À l'intérieur du capteur également, ou du détecteur, il est possible de rencontrer différents types de contacts. On va rencontrer des contacts ouverts au repos, c'est pour ça qu'il s'appelle normalement ouvert, c'est celui-ci, normalement ouvert. Certains qui sont fermés au repos, donc sous l'action de l'objet vont s'ouvrir, donc ils s'appellent normalement fermés. Ensuite, des contacts dits bipolaires, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs contacts à l'intérieur, donc par exemple deux contacts qui se fermeraient, qui sont normalement ouverts, un contact normalement ouvert, un contact normalement fermé, dans d'autres détecteurs on pourrait trouver ça, ou alors des inverseurs, c'est-à-dire qu'il y aurait 3 points, c'est-à-dire qu'on aurait un contact qui serait ouvert, et un contact qui serait ouvert ici, vous êtes bien d'accord, et qui se fermerait quand on a l'action qui se produit, avec un autre contact qui s'ouvre avec un point commun. Donc cela s'appellerait les inverseurs. Donc ça, j'ai bien dit tout à l'heure, c'est le fin de course, c'est ce qu'on trouve ce qui est plus communément utilisé donc pour arrêter des translations sur des systèmes, pour arrêter lorsqu'une porte est ouverte, etc. Le suivant est le détecteur de proximité inductif. On vous explique que ce détecteur permet de détecter sans contact des objets métalliques. Donc son principe de fonctionnement, une électronique de base, enfin une électronique à l'intérieur, qui émet un champ magnétique. Lorsque l'on plonge à l'intérieur de ce champ magnétique un objet métallique, le champ magnétique est perturbé, puisque le métal capte ces lignes de champ et va les modifier. Le détecteur voit ces modifications de lignes de champ magnétique et donc va donner un état logique 0 ou 1 en fonction du sens dans lequel il marche pour dire attention, un objet métallique est rentré dans la zone de détection. Donc celui-là s'appelle le détecteur inductif. On peut le rencontrer sous forme plus grosse, c'est-à-dire que c'est la même chose qui est utilisée pour la détection de véhicules souvent dans un parking ou dans une propriété. Quand on veut ressortir de la propriété, l'exemple de notre lycée est fait comme ça. C'est-à-dire que devant le portail, à l'intérieur, on a noyé dans le macadam ou dans le sol, on va dire un grand détecteur inductif. Lorsqu'une voiture ou une moto se présente qui est une masse métallique au-dessus de cette bobine ou de ce détecteur, il va détecter que présence est là et il va demander ouverture du portail parce que la personne était donc à l'intérieur, elle peut ressortir librement sans code d'accès. Donc là, on vient de parler des capteurs dits inductifs. Un autre type de capteur ou détecteur qui est celui qui s'appelle le photoélectrique et parmi ces photoélectriques on va voir qu'on peut rencontrer différents montages. On vous explique que le détecteur photoélectrique donc réalise une détection d'une cible au moyen d'un faisceau lumineux, donc de photoélectrique. Il possède donc un émetteur ou une diode à diode électroluminescente et un récepteur infrarouge de l'autre côté, donc les rayons sont souvent infrarouges ou laser.
Donc plusieurs types de montage. Le premier qui s'appelle le barrage. Donc vous avez un émetteur d'un côté, le récepteur de l'autre côté. Un faisceau lumineux est envoyé entre l'émetteur et le récepteur. Lorsqu'une cible, exemple un piéton, une voiture passe à l'intérieur de ce faisceau, il y a détection et un état logique vient changer à la sortie du récepteur. Ça, on le retrouve également par exemple sur les portails, les grands portails. Inconvénient de ce montage, c'est qu'il faut mettre un émetteur et un récepteur de chaque côté, les mettre bien face à face, donc pouvoir les régler, et qu'il faut donc envoyer une alimentation de chaque côté, si c'était monté sur un portail, du système. Donc ça c'est le montage qui s'appellerait en barrage. Il y a le montage qui s'appelle en réflexe, donc qui facilite un peu le fonctionnement, c'est-à-dire qu'à la place de mettre un émetteur et un récepteur de chaque côté, l'émetteur et le récepteur sont dans le même boîtier, et on utilise le fait de mettre un réflecteur de l'autre côté, dans le même système, par exemple dans un portail, qui va renvoyer les ondes lumineuses, et puis lorsque une cible passe à l'intérieur, eh ben, il va y avoir détection. On vous dit la détection est réalisée lorsque la cible coupe le faisceau, et qu'il n'y a plus donc de réflexion du faisceau. Donc celui-là beaucoup plus simple puisqu'une seule alimentation de ce côté-là. Le petit inconvénient peut-être si le réflecteur vient à être recouvert de buée ou de choses comme ça, les rayons lumineux ne vont peut-être pas passer et donc il pourrait y avoir une détection intempestive qui pourrait se produire. Le dernier montage de ce type de capteur, c'est le capteur dit de proximité. Lui, il est un peu différent, c'est-à-dire qu'il est comme le précédent, hein, comme le réflectif. Il émet une onde lumineuse qui, dans le cas où il n'y a personne, est perdue. Donc aucune détection. Par contre, si quelque chose s'approche de lui et que la chose qui s'approche, que ce soit une personne, un objet, a les pouvoirs d'être réflectif, le rayon va être envoyé vers le récepteur et donc on va détecter que quelqu'un est rentré dans la zone. On vous dit donc quand une cible pénètre dans le faisceau, et bien là cette fois-ci elle est réfléchie et détectée. Donc le principe est un peu différent. Là on attend perte de réception du faisceau. Par contre là on attend un retour, une réflexion pour détecter que quelque chose est dans le champ. Donc tous ces capteurs sont des capteurs utilisant la lumière comme on a dit et ils s'appellent donc des photoélectriques. Capteur suivant, il n'avait pas été listé dans la liste précédente qui s'appelle un interrupteur à lame souple. Tout simplement, il détecte donc un champ magnétique, lui. Ce petit dispositif est un interrupteur noyé dans une ampoule hein, sous vide ou dans un gaz. Lorsqu'un aimant s'approche, ce petit, les deux contacts, on voit bien, lorsqu'on en approche un aimant ici, l'interrupteur vient se fermer. Alors ces interrupteurs à lame souple, on arrive à les trouver très facilement dans les alarmes, c'est-à-dire quand vous avez une alarme dans votre maison et que vous avez des détecteurs sur les fenêtres, vous avez un boîtier de chaque côté, un sur la partie mouvante qui est l'aimant et un sur on va dire le corps de votre maison et lorsque l'aimant quitte on va dire le corps de le détecteur eh ben, il va détecter que quelqu'un a ouvrir la fenêtre, la porte et que il faut mettre en route la sirène si l'alarme avait été mise en fonctionnement, excusez-moi. Détecteur, un nouveau type de détecteur, le détecteur à ultrasons. Donc on vous explique que ce détecteur est constitué d'un émetteur et d'un récepteur. Il utilise donc le principe des ultrasons, qui est une gamme de fréquences que l'on n'entend pas. C'est un peu la chauve-souris ce détecteur en fait. Hein. Il a un émetteur ultrason au-dessus de 20 kHz, donc les ultrasons sont compris généralement entre 20 kHz et 50 kHz. On émet une salve d'ultrasons, on attend son retour. Si on a un retour, on est capable de calculer à quelle distance se trouve l'obstacle qui se trouve en face de nous et qui nous a renvoyé l'écho de ces ultrasons. Donc je rappelle, la vitesse du son est de 340 mètres secondes, elle dépend un petit peu de l'humidité température dans l'air. Et ensuite, lorsque ce système fonctionne, on voit bien que donc il envoie à cet endroit-là, on commence à se dire je vais faire une mesure, j'envoie une salve de signal à une fréquence d'ultrasonique, je me dis je viens de commencer ma mesure, et puis j'attends un écho, c'est-à-dire l'émetteur envoie, ici ça rebondit sur du liquide, ça revient au récepteur, quand la salve est revenue, on se dit j'ai la durée donc qui m'a permis de faire l'aller-retour entre l'émetteur et le récepteur, donc j'ai mesuré 2 fois la distance. Il faudra donc pour recalculer diviser par 2 ce temps pour avoir la distance correcte de mesure. C'est des capteurs généralement faciles à mettre en œuvre.
un autre type de capteur pour détecter autre chose, donc qui s'appelle cette fois-ci le détecteur capacitif. On vous dit dans le cas de la détection de G, le détecteur capacitif donc fait varier la capacité d'un condensateur. Un condensateur est un composant électronique donc qui fonctionne avec les champs électriques. Cette fois-ci pas avec les champs magnétiques, mais les champs électriques. Donc, et on vous dit que si l'on place donc un objet non métallique à l'intérieur de ce champ électrique, et ben, ce champ électrique va être perturbé. Si ce champ électrique est perturbé, et ben, il va donc être modifié et il va permettre donc de détecter que l'on a quelque chose à l'intérieur de la zone de détection. On vous dit que ce détecteur est capable, lui, de détecter des choses autres que du métal, hein. Par exemple des liquides, des plastiques, mais par contre on verra par la suite que ce détecteur ne permet pas de détecter à des distances importantes, mais à des distances assez faibles. On voit bien par exemple là dans une cuve, on a mis deux détecteurs, on voit bien que ces détecteurs permettent à travers une cuve de détecter qu'il y a à l'intérieur ou non du liquide. Donc celui-là c'est le capteur capacitif. La dernière partie, les pressostats vacuostats, principe de détection de gaz et de niveau de liquide. Donc le principe est simple, hein, on utilise ça dans tous les systèmes où on a détecté la mise en place d'un niveau d'eau ou d'une pression. Donc on a une membrane ici sur laquelle une pression arrive, hein, qu'elle soit créée par un niveau d'eau qui monte ou par la montée en pression d'un système. En face d'elle, il y a un ressort qui est réglable en fonction d'une vis. Plus la pression va augmenter, elle va comprimer ce ressort. La mise en mouvement d'une tige ici va-t-elle aller appuyer sur le contact d'un interrupteur électromécanique comme on a vu tout à l'heure. Donc la pression va pousser, mise en place, appui ou non sur un détecteur électromécanique en fonction de cette pression. Le réglage de la pression est réalisé par la compression du ressort qui se trouve ici. Plus il va être comprimé, plus ça va être dur de pousser sur cette tige. Donc plus on pourra détecter des pressions importantes. Donc la pression, ça peut être, je vous ai dit, soit la pression dans une cuve d'un compresseur par exemple qui est en train de monter, ou alors on y met par exemple ici un tuyau qui vient du niveau d'eau d'un lave-vaisselle par exemple. L'eau rentrant à l'intérieur du tuyau quand l'eau monte dans la cuve, va comprimer l'air dans le tuyau et va venir appuyer sur cette petite membrane qui est là et détecter le changement on va dire, de pression ou de niveau d'eau. Donc tous ces capteurs que l'on vient de voir, en se posant les bonnes questions quand on est face à un système et en passant à travers cet organigramme, vont être faciles à trouver. On voit bien que toute la gamme se trouve en bas et il nous suffira de poser des questions et de poser la bonne question. On fera par la suite quelques petits exercices autour de cet organigramme pour arriver à choisir un détecteur. On va passer maintenant à... Donc tout ça, c'était des détecteurs, hein. Ils nous sortent un signal logique, nous permettant donc d'obtenir une grandeur vrai ou faux en fonction de ce qu'on veut détecter. Cette fois-ci, on va passer maintenant dans les capteurs qui sont plus des capteurs analogiques, généralement, qu'on pourra numériser après, mais qui sont plus généralement analogiques. Donc les premiers sont les capteurs d'angle. Comment capter un angle? Le premier, le plus simple qu'on va rencontrer, ça s'appelle le potentiomètre. Donc le potentiomètre est tout simplement une résistance variable, donc résistance en ohm qui va varier. On a une piste métallique reliée à ce qu'on appelle un curseur, donc 3 points sur cette résistance variable, donc la piste résistive, et dessus va frotter donc un objet métallique qui s'appelle le curseur. En fonction de la position du curseur, donc on fait tourner cet axe qui est le curseur, et on se retrouve à des positions différentes. Si on rentre ce capteur dans un système électrique avec des alimentations et que on fait un montage correct, on va obtenir à la sortie de ce potentiomètre une tension qui va varier dans une gamme bien définie en fonction des alimentations qu'on aura mis et donc va permettre de détecter un angle. On voit le symbole donc de la résistance et de ce curseur qui se déplace dessus. Donc ça, potentiomètre rotatif, parce qu'il existe des potentiomètres linéaires qui ne feront pas une détection d'angle cette fois-ci, mais qui pourraient faire une détection de mesure de distance sur des petites distances ou même de plus grandes. Mais celui-ci, c'est une détection d'angle. Le suivant de détecteur, enfin de capteur d'angle, c'est le codeur absolu. Donc le codeur absolu est un système optique cette fois-ci,
dans lequel on y met donc d'un côté une LED, on y met de l'autre côté un récepteur et à l'intérieur un disque dans lequel il y a des fentes qui sont mises en place. Ici on voit bien les LED qui apparaissent, un disque avec des fentes et puis en face des récepteurs, des photorécepteurs, photosensors comme ça vous est donné. Ce disque quand il va tourner à l'intérieur, donc c'est une alternance de, on va dire, de parties opaques ou des parties transparentes. Et ben un code binaire va sortir du côté des détecteurs donnant la position. C'est-à-dire que sur ce disque là, un code binaire est inscrit permettant de détecter la position sur un tour. Un exemple, par exemple sur une girouette, c'est pour ça que c'est marqué nord ici, on voit bien qu'il y a des parties par exemple opaques ici, des parties translucides ici. En fonction des positions, un code binaire va apparaître et va nous permettre donc de déterminer à quelle position on se trouve, la girouette, dans quel sens souffle le vent sur le système. Donc on vous dit un fonctionnement d'un codeur absolu 3 bits. Celui-ci, on dit 3 bits parce qu'on voit bien qu'il y a 3 détecteurs ici. On vous dit qu'il est constitué donc d'un disque mobile partagé en 8 secteurs parce que 2 puissance 3 donne 8 combinaisons. On vous dit que les DEL donc émettent un rayon lumineux, elles traversent des pistes concentriques et que en fonction qu'elles soient opaques ou on va dire translucides, elles sortent des 1 ou des 0 ou des 1. On vous dit que si le rayon passe à travers une partie translucide, bah, il va donner un niveau 1, si c'est opaque, il va donner un niveau 0. Donc ici, si on était dans cette position-là, eh ben, on aurait, si on se trouve au nord, on aurait 0, 0, 0, puisque les 3 sont opaques. Ce qu'il faut bien penser, c'est le disque qui tourne, pas le système de mesure. C'est-à-dire que si le disque commence à partir vers la droite ici, c'est ce code qui se trouve donc ici, qui sera 001, qui va apparaître au niveau des détecteurs. Petit schéma de principe, on vous dit on y rendra un angle. Le codeur absolu, on en sort 3 pistes, qui a un code A, B, C, D. Donc CBA, poids fort C, B et A, le poids faible. On vous donne un petit exemple, c'est-à-dire quand on va commencer, on voit bien que les secteurs de détection sont des secteurs compris. Alors si on se dit que le 0 degré est ici, vous êtes bien d'accord, que entre la partie, si on divise en 8 secteurs, on voit bien que c'est des secteurs de 45 degrés à chaque fois, et que si l'on regarde le nord sera compris entre une valeur qui fait entre moins 337,5 et plus 22,5 degrés, etc. On voit bien qu'au départ, on avait dit on a 0,0. Si ce disque commence à partir vers la droite, on voit bien que le code qui se trouve ici va arriver, qui est le code 001 qui correspondra à nord-est, et qu'au fur et à mesure, on pourra avancer et que le pas de positionnement est de 45 degrés en fait. Un petit exercice, on vous donne un disque face à vous et on vous demande plein de choses. Le nombre de pistes, donc il faut aller arriver à regarder à l'intérieur de cet endroit et on voit bien que en fait il y a la piste de poids fort qui est ici, on en a une ici, une ici, une ici, une ici, une ici. Si on fait le compte, on a 6 pistes. 6 pistes pouvant donner 2 puissance 6 combinaisons, donc 64 valeurs qui sont comprises entre 0 et 63. Alors la résolution, ça veut dire de combien de degrés on va pouvoir détecter à chaque fois qu'on va bouger, donc pour passer de 1 en 1, de combien de degrés on va devoir se déplacer, sachant qu'on a 64 possibilités, sur 360 degrés on voit que c'est 5,625 degrés à chaque fois. Donc là il y a deux fois la même question, désolé, excusez-moi. Le code binaire obtenu correspondant à la valeur 48, 48 c'est assez simple d'aller le coder, hein. Je vous rappelle que ça vaut 1, 2, 4, 8, 16, 32, donc je vois que j'ai 32 plus 16 qui me donne 48 et tout le reste est à 0 derrière sur les 6 bits. L'angle détecté quand on est à 48 degrés, il suffit de faire 48 degrés fois la résolution qu'on avait et on obtient 270 degrés, excusez-moi, et ce qui correspond à 3 quarts de tour. Donc pour le retrouver, c'est le code qui est ici en fait, si je ne me trompe pas, hein, il y a bien 1, 1 et 4 zéros qui se promènent derrière. Là, l'endroit qui est ici, là, le code, on pourrait le retrouver juste ici. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Si je me... Ah non, 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 je vous raconte une bêtise en fait, je crois, hein, parce qu'on a dit on avait des 1 quand on était translucide, donc le translucide il serait plus là. Moi je crois, le translucide est là, oui, c'est 1, 1, et les zéros sont noirs, donc ils sont là, les 4 zéros. Excusez-moi.
Donc ça c'était le codeur absolu. Un de ses amis, plus simplement constitué, est le codeur incrémental. Donc le codeur incrémental, lui, est un codeur qui n'a que deux ou trois pistes en fonction de leur constitution, deux premières pistes extérieures, plus une piste centrale avec une seule impulsion. Les pistes extérieures, on voit bien qu'elles sont quelque peu décalées. Alors on pourrait, si on observe bien, on pourrait dire qu'elles sont décalées d'un quart de période en fait, ces pistes. Et on va mettre trois détecteurs qui vont nous permettre donc de regarder le nombre d'impulsions qui arrivent faites par ces pistes, et puis celle-ci, qui n'apparaît qu'une fois, va nous permettre de compter le nombre de tours qu'on a fait. Alors ce détecteur est simple, hein. On compte le nombre d'impulsions qu'on fait en fait, et le sens dans lequel on va. Si on va dans un sens, on ajoute les impulsions. Si on repart dans l'autre sens, alors la détection de l'autre sens se fait puisqu'il y a deux pistes. On va voir dans 2 secondes que ces deux pistes permettent de détecter le sens, et que on va donc faire un petit exemple. On vous dit par exemple, nous avons un détecteur, la case noire correspond à un logique, la case blanche à un 0, et que le disque tourne à 1,875 tours par minute. Il lui faut 1,875, il fait en une minute, ce disque aura fait 1,75 tours. Si on compte le nombre d'impulsions qu'on va avoir, on aura, si vous comptez les cases noires et les cases blanches, donc translucides, blanches et noires opaques, on voit qu'on a 32 impulsions par tour, parce que à chaque fois qu'on a une case translucide et une case opaque, on a une impulsion. Donc on va avoir 32 impulsions par tour. On sait qu'on a 32 impulsions fois 1,875, on aura 60 impulsions pendant une minute. Si on a 60 impulsions pendant une minute, eh ben, on est capable de se dire que une impulsion dure une seconde. Donc si une impulsion dure une seconde, eh ben, on tourne voilà, un tour par seconde. Non, pas un tour par seconde, hein. On vous demandait de calculer le nom, déterminer la durée d'une impulsion. Oui, c'était la durée d'une impulsion, excusez-moi. Donc si on retrace un peu les impulsions, comment ça va se passer, excusez-moi, j'ai bougé peut-être dans le mauvais sens. Qu'est-ce qui se passe? On a la piste A, la piste B, on voit bien qu'il y a un quart de période de décalé, que si l'on tourne dans un sens, on va les regarder dans 2 secondes, si l'on tourne dans un sens, on verra que la piste noire passe avant, on va dire sur la voie A, passe avant celle de la voie B, et que si on tourne dans l'autre sens, c'est l'inverse, c'est celle de la voie B qui passe avant celle de la voie A. Imaginez, on va regarder le disque, on se met en tant qu'observateur ici par exemple, là, on est juste là. Si on est en train de tourner dans le sens qui est là-bas, on va dire sens anti-horaire, on voit bien que la piste là va passer avant celle-ci. Par contre, si on va dans l'autre sens, c'est celle-ci, la partie opaque, qui passera avant celle-là. Donc c'est ça qui fait apparaître donc des signaux décalés soit dans un sens, soit dans l'autre, et en fonction du sens de décalage, c'est-à-dire en fonction que la piste A ou la piste B soit décalée dans un sens par rapport à l'autre, eh ben, on sait que l'on tourne dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire. Donc nous continuons le cours avec les capteurs de vitesse cette fois-ci, hein. Nous venons de finir donc les capteurs de position angulaire, et arrivons donc aux capteurs de vitesse. Donc on peut rencontrer différents types de capteurs. Bien sûr, dans le cours, tous les capteurs ne sont pas donc détaillés ou ne sont pas vus. Le premier qu'on pourrait voir donc c'est le capteur dit tachymétrique, hein. Ce capteur est ni plus ni moins qu'un moteur à courant continu, dont on voit la forme ici, hein, on en voit un ici. Et puis le principe est de dire, à la place de l'utiliser en moteur, on l'utilise en générateur, c'est-à-dire qu'on va entraîner l'arbre du moteur avec le système sur lequel on veut capter la vitesse. Donc on va raccorder l'arbre au système auquel on veut capter la vitesse. Et puis on sait qu'un moteur à courant continu, lorsqu'il est alimenté lui et fonctionne en moteur, plus on lui met de tension, plus la vitesse est proportionnelle à cette tension. Donc il est réversible. De ce fait, la génératrice tachymétrique, alors tachymétrique parce que mesure de vitesse, hein, produit donc une tension proportionnelle à sa vitesse de rotation. La tension est positive donc quand on tourne dans un sens et négative quand on tourne dans l'autre sens. Et on voit bien que cette génératrice raccordée à quelque chose de mis en mouvement, si on y applique aux bornes à voltmètre, et ben, en fonction de la vitesse de rotation en tours par minute qui se trouve sur l'axe des abscisses, on voit bien que la tension à ces bornes, mesurée avec le voltmètre, est bien proportionnelle à la vitesse puisque la droite puisqu'on a affaire à une droite. Un petit exercice, on vous dit la génératrice 6 contre donc, qui se trouve au-dessus produit une tension de 6 volts. Quelle est la vitesse de rotation?
Donc on a un point caractéristique qui nous est donné, 9 volts 1500 tours par minute, hein. Minute moins 1 veut dire tours par minute. Et avec ceci on est capable de faire soit une règle de 3, soit un calcul rapide qui va nous permettre donc de retrouver que pour 6 volts, on pourrait regarder graphiquement, mais c'est pas très juste graphiquement, à 6 volts on va trouver donc une vitesse de rotation de 1000 tours par minute. Alors on met minute moins 1, on pourrait écrire tours par minute, ou alors RPM, rotation par minute en fait. Voilà. Donc ça, c'est le petit exercice lié à cette partie-là. Si on continue à dérouler un petit peu, quel pourrait être un autre capteur de vitesse? C'est le même capteur qu'utilisé précédemment pour déterminer une position, qui était le codeur incrémental, qui lui, je vous rappelle, à chaque fois on comptait des impulsions pour savoir à quelle position on se trouvait. On n'utilise qu'une seule des excusez-moi, des voies de mesure. Il y avait A et B, là on va en prendre qu'une seule. Et on va compter le nombre d'impulsions qui se passent, et sachant qu'il y a un nombre d'impulsions par tour du codeur, on pourra déterminer la vitesse à laquelle on se trouve, puisqu'on sait que les impulsions durent tant de temps, et qu'il y en a tant pour faire un tour, donc il est facile de retrouver rapidement la vitesse. Si on reprend l'exemple du codeur qui était donné précédemment, qui avait 32, phase noire et phase blanche, ou phase opaque et phase translucide, on voit qu'une impulsion sur le graphique relevé donne 5 millisecondes. Ça veut dire que pour faire un tour, il faudra 32 fois 5 millisecondes. Donc on multiplie ces 32 impulsions par 5 millisecondes. On obtient 160 millisecondes ou 0,16 secondes, hein, si on le transforme en secondes. Donc pour faire un tour, il faudra 0,16 secondes. Combien on va faire de tours par seconde? Il suffit de diviser une seconde par ces 0,16 et on obtient donc 6,25 tours par seconde. Si on veut le mettre en tours par minute, il suffit de multiplier par 60, 60 fois plus de tours dans une minute, et on obtient 375 tours par minute. Donc ça, assez simple à mettre en œuvre. C'est un des capteurs les plus utilisés pour mesurer la vitesse de rotation d'un dispositif. Autre moyen de capter la vitesse peut-être, mais cette fois-ci c'est plus une vitesse de rotation, c'est une vitesse de déplacement, hein. Ça serait donc le GPS qui lui, à travers les trames d'information, donc cette fois-ci à la sortie d'un GPS on récupère une trame numérique. Dans cette trame numérique plusieurs informations se promènent, hein, sur le GPS, qui sont les positions, longitude, latitude, l'heure, et en plus la vitesse de déplacement au sol, qui est généralement exprimée en nœuds, donc l'unité de déplacement américaine. Il suffit d'aller extraire donc cette partie donc à l'intérieur de cette trame, hein, à la suite de données, et de récupérer donc la vitesse de déplacement linéaire au sol. Ensuite, si on avance encore un petit peu, on peut obtenir un autre moyen de mesurer les vitesses qui sont... Alors j'ai un petit problème sur le cours. Hop, hop, je le remets en place, excusez-moi. Voilà, j'avais une page vide, donc je vais remettre ça en place pour pouvoir terminer, revenir à la page où j'en étais. Donc c'était le GPS, hein, on était sur le GPS. Le GPS, la suite du GPS, la voici. On vous explique, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, la trame. On voit bien que à la position qui se trouve vitesse au sol en E, c'est la position qui est là. Donc à cet endroit-là, le 30,05 qui est là. Donc la trame, c'est toutes ces données qui passent, hein, un nombre important de caractères ASCII qui passent. Et puis, on obtient donc la vitesse au sol à cet endroit-là. Il faut aller extraire le bon endroit. On vous donne un petit algorithme qui présente comment aller extraire ceci. Une fois qu'on a fait ces capteurs de vitesse, on pourrait maintenant essayer de regarder des capteurs de température, parce que ça nous arrive de temps en temps de vouloir capter la température dans les sciences de l'ingénieur. On peut y rencontrer différents types de capteurs, différentes technologies de capteurs de température. On va en rencontrer avec des technologies dites à résistance métallique, d'autres dites à thermistance et d'autres dites à semi-conducteurs. Le premier qui est à résistance métallique est une PT100, donc ça c'est sa référence, donc c'est un capteur de température dit qui détecte la température à résistance, un détecteur de température à résistance.
qui est fabriqué avec un matériau très coûteux qui s'appelle la platine, mais l'avantage de ce matériau c'est qu'il résiste fortement aux températures et que ce capteur de température lui va permettre de mesurer des températures assez élevées. Si vous regardez la caractéristique qui en est donnée, qui se trouve ici, hein, qui est la résistance du capteur en fonction de la température, on voit que là, le capteur peut aller à 800 degrés. C'est quelque chose de très important, 800 degrés déjà, une température assez importante. On vous dit que cette sonde de température est pratiquement linéaire. On voit son équation ici. La résistance est donnée par une résistance à 0 degré qui s'appelle R0, donc résistance à 0 degré ici, qui vaut 100 ohms normalement, multiplié par 1 plus alpha fois la température moins bêta fois la température au carré. Donc deux coefficients liés à la température. Un, alpha qui pourrait penser que le capteur, qui nous permettrait d'avoir un capteur linéaire, et le second qui est bêta, qui lui est lié à la température au carré. Donc cette fois-ci on est sur du second degré, ça risque de ne pas trop être linéaire. Donc si on regarde bien quand même le bêta, c'est quelque chose qui est 5,77 10-7. Donc on pourrait penser, on pourrait considérer, sans faire trop d'erreurs, que cette caractéristique est totalement linéaire et que l'on néglige bêta. Donc on vous explique que la relation elle est donnée, voilà, et si on met bêta étant comme nul, on obtient cette caractéristique. L'exploitation, petite exploitation sous Proteus de la chose. Donc ce capteur, pour en sortir donc une information correcte, on va donc faire circuler à l'intérieur un courant de ce capteur. Le courant circulant dans la résistance, on va utiliser la loi d'Ohm qu'on connaît bien, qui est U égale R fois I. Le courant circule, on a la valeur de la résistance qui varie en fonction de la température, donc ce qui va nous faire varier la tension en fonction de la température, puisque maintenant, I étant un courant constant qu'on va faire circuler à l'intérieur de cette résistance, on aura donc une tension qui est proportionnelle à la température par la résistance. L'inconvénient, c'est que pour ne pas détériorer trop les mesures, il faudra que le courant qui circule à l'intérieur de la résistance ne soit pas trop important, parce que je vous rappelle que les courants qui circulent dans une résistance font déplacer des électrons. Si les courants font déplacer des électrons, il y a un échauffement. Si on échauffe le capteur, on est en train de le faire chauffer. Donc le fait d'échauffer le capteur va tronquer la mesure. Donc il va falloir faire circuler à l'intérieur un courant assez faible pour ne pas venir intervenir sur l'augmentation de température et tromper les résultats de mesure. En général, on fait circuler 1 mA dedans à l'intérieur. Donc si on fait circuler 1 mA, on aura sur le voltmètre qui se trouve ici quelque chose qui ne sera pas trop tronqué par les évaluations de température et qui sera proportionnel à la température. Par contre, l'inconvénient, c'est que ce courant qu'il va falloir faire circuler à l'intérieur de la résistance doit être constant. Donc c'est un montage bien spécifique qui va permettre de générer un courant constant tout le temps. Donc on vous explique tout ce que je vous ai dit, en y remplaçant des choses dedans et en récupérant les coefficients et en négligeant donc bêta, on peut écrire que la tension de sortie, c'est la valeur de la résistance qui varie dans le capteur, R0 facteur de 1 plus alpha t, multiplié par le courant I, donc qui vaut 1 mA. Calcul fait, on obtient donc cette caractéristique, tout simplement, enfin cette équation. Avec l'équation, on peut faire dans notre calculatrice un petit tableau, relever tous les 100 degrés la valeur de la résistance, et puis vérifier que, une fois qu'on a fait ça, on peut tracer rapidement donc la caractéristique. On voit bien qu'elle est normalement linéaire, vu que l'équation a été donnée. On obtient une droite qui passe par A0 une certaine valeur, puisque la résistance a une valeur de 100 ohms à la base, donc 100 ohms fois les 1 mA, donc on devrait passer par 0,1 volts à la sortie. Ceci étant fait, on peut rentrer ça dans un microcontrôleur qui va, à l'aide du convertisseur analogique numérique, transformer cette tension en un nombre qui est proportionnel donc à la température. Il nous suffira d'utiliser les équations et de retrouver facilement la température. Le capteur suivant est un capteur à semi-conducteur ou à thermistance. Ce sont des capteurs qui utilisent semi-conducteurs, on va dire des composants électroniques qui conduisent, qui se mettent soit à conduire ou pas conduire, et thermistance, on va dire des composants électroniques dont la résistance varie en fonction de la température, encore cette fois-ci. Le plus utilisé, qu'on utilise très souvent sans un ingénieur, est celui qui s'appelle LM35. On peut aussi le rencontrer sur une autre forme. Alors, je n'ai plus la référence,
exactement le TMP36, voilà TMP36 qui est exactement le même, fabriqué par un autre constructeur. Si on en prend un extrait de la doc technique, on voit que la sensibilité du capteur, rappelez-vous la sensibilité, la division de la tension, enfin de la sortie par rapport à l'entrée, ici c'est bien des volts par degré pour l'entrée, puisqu'un capteur de température, c'est 10 millivolts par degré. On peut tracer rapidement la caractéristique, 10 millivolts par degré. On voit que la plage d'utilisation du capteur elle est entre moins 55 et plus 150 degrés, donc plage d'utilisation, range. Je pars de 0, j'ai pas été tracer la caractéristique en dessous de 0, donc pour le point 0, 0. Et puis si on se met à 100 degrés, 100 degrés fois 10 millivolts, on obtient 1 volt et on obtient donc cette caractéristique qui est linéaire cette fois-ci au niveau du composant. Dernier type de capteur, on va quitter les capteurs de température. Si ce sont les capteurs d'effort, on vous explique donc capteur d'effort. Alors c'est pour mesurer donc une force, un effort, hein, une force. Et ça pourrait également nous être utilisé, alors un effort sur un système, hein, quelque chose qui est en train de tirer, de pousser sur un système, ou également l'effort il pourrait être lié à un poids qu'on pose, à une masse qu'on pose quelque part, qui va se transformer donc par la gravité en un poids, et puis permettre de mesurer, on va dire, la masse d'un objet. Le petit capteur est simple à comprendre, donc c'est-à-dire c'est une résistance, encore une fois. C'est souvent des résistances qui varient. On prend un petit fil qu'on va mettre en forme comme ça, comme ceci. On va le coller sur un matériau qui va se déformer, un matériau métallique qui va se déformer. Habituellement, c'est sur de l'aluminium parce que c'est un matériau qui se déforme assez facilement. Ou alors sur un autre matériau, hein, bien sûr. Et puis le fait de cette petite résistance, si on regarde la résistance d'un fil conducteur, ce qu'on n'a pas encore vu cette année, elle dépend de plusieurs facteurs, du matériau, donc ça s'appelle ρ, la résistivité du matériau, c'est-à-dire si on a de l'or, si on a de cuivre, si on a du métal, la résistivité n'est pas la même en fonction de la conduction du matériau. On sait que l'or est plus conductif, donc la résistivité est plus petite. Le cuivre, il va être un peu plus résistif, donc sa résistivité sera un peu plus grande. Et il dépend donc de la longueur du fil, L, et de sa section, c'est-à-dire sa surface. La surface, si je fais une coupe du fil, quand il est rond, c'est donc une surface cylindrique. Un cylindre, enfin pas un cylindre, si c'est un cylindre, comme si j'avais coupé un cylindre, de sa surface. Donc il est inversement proportionnel à la surface et proportionnel à la longueur. Donc vous imaginez que si on tire sur ce petit fil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'étendre, donc la longueur va augmenter et sa surface va diminuer. Donc la résistance va varier et la résistance va varier proportionnellement à la force que l'on tire sur ce fil. Bien sûr, il faudra faire attention à ne pas dépasser ce qu'on appelle la zone élastique, c'est-à-dire que si on tire sur ce fil et qu'il dépasse la zone élastique, c'est-à-dire qu'il va s'étendre et ne reviendra plus à sa position initiale, le capteur sera détérioré. Bien sûr, on reste dans la zone élastique, on tire donc, on tient d'un côté où on a collé quelque part sur quelque chose, on tire, on allonge ce fil et lorsqu'on le relâche, il revient à sa position initiale. Donc on est resté dans la zone dite élastique. Si on regarde les applications, pour mettre en application, on utilise bien sûr un petit dispositif un peu spécialisé qu'on ne connaît pas trop, qui s'appelle le pont de Weston, qui est un montage un peu spécifique qui va permettre de mettre plus en évidence les signaux sur ces capteurs, puisque les tensions vont être de petites valeurs, de l'ordre du millivolt. Donc il faudra utiliser un montage un peu spécifique. Et puis ça pourrait être utilisé dans notre salle de cours des sciences de l'ingénieur. On a une barrière qui s'appelle la barrière d'ECMA. C'est installé dessus un capteur de force à un endroit, on le voit apparaître ici, le capteur de force qui permet de vérifier qu'aucun véhicule n'est en dessous de la barrière ou aucune personne n'est coincée en dessous de la barrière quand elle se referme. Si il y a trop d'efforts, elle s'ouvre. On pourrait rencontrer aussi ce type de capteur sur des ponts par exemple, mettre en place des dispositifs de ce type. Donc ici on est accroché de deux côtés et puis aussi on a le capteur de force. Donc si on avait des déformations au niveau des piliers d'un pont, au niveau de la structure d'un immeuble, dans les endroits sismiques, donc ça permettrait de venir mesurer les déformations et vérifier que le bâtiment ou le pont ne va pas s'effondrer. Et puis, alors là, on le trouve partout, ce capteur. Il est mis sur ce qu'on appelle une jauge de déformation, là,
prestigiose ici, qui est en aluminium. On va retrouver ça dans les pèse-personnes. Donc ça, c'est un capteur, cette fois-ci de masse, donc qui vient, on va capter le poids à travers la gravité. Et dans les balances que vous trouvez dans tous les endroits où on va peser des aliments, des choses comme ça. Et puis sur le pèse-personne à la maison. Alors voilà, on a terminé le cours sur les capteurs et bien sûr il existe encore une infinité de capteurs que nous n'avons pas étudiés, mais à travers celui-ci on a déjà balayé une grande partie des capteurs et on va pouvoir avoir une connaissance en essence de l'ingénieur de différents types de capteurs.